Bonjour à tous mes chers élèves, comment allez-vous? Bien, j'espère, depuis que nous pouvons sortir, ça va un petit peu mieux quand même, hein. Voilà, puis en plus, regardez, moi j'ai du soleil, c'est absolument extraordinaire. Donc, je voulais vous dire la chose suivante. Aujourd'hui, je vais entreprendre la correction d'un travail que vous avez fait hier lundi, 18 mai. Donc, un travail que vous avez fait sur It's Learning, qui est un travail de recherche en fait sur le passage consacré aux sirènes. Donc, je vous rappelle que c'est un travail que vous avez entrepris sur deux peintres. Le premier a pour nom Herbert Draper et le second John William Waterhouse. Et donc ces deux peintres-là se sont intéressés à Homère et conséquemment ont peint des tableaux que nous allons comparer aujourd'hui. Donc ce travail du lundi 18, il est fait, il est sur e-learning. Je publierai la correction et les notes aujourd'hui même, d'accord, le 19 mai, mardi 19 mai, en soirée. Et donc, nous entreprenons la correction de ce travail, d'accord? Donc, vous vous êtes connecté à e-learning, je vous l'ai dit, parfait, tout ça c'est fait, donc en avant. Avant toute chose, je souhaite vous relire le passage d'Homère consacré aux sirènes, donc s'il vous plaît, prenez votre manuel de français, puisque je me fonde sur l'édition choisie par votre manuel. Prenez donc votre manuel de français en avant. Alors, vous allez vous reporter aux pages 128-129. Allez-y, prenez votre manuel, je vous attends. Voilà, page 128-129 de votre manuel. Faites pause si vous n'avez pas le manuel sur la table et en avant pour la lecture. Les sirènes. Ulysse et ses compagnons, devenus hommes, ont repris la mer. Je m'adressais à mes compagnons. Certes, il ne faut pas que l'un ou même deux d'entre vous sachent ce que m'a prédit la divine Circé, mais je veux tout vous dire afin que nous mourions en connaissance de cause ou qu'évitant le danger, nous puissions échapper à la mort et au destin. Le premier conseil de Circé est d'éviter la voix ensorcelante des sirènes. À moi seul, elle donne la permission de les entendre. Mais il faut que je sois attaché par de robustes liens et qu'immobile et droit, je reste fixé au pied du mât. Et si je vous prie de me détacher, vous devrez resserrer mes liens. Soudain, le vent tombe et le calme plat s'établit sur les flots qu'un dieu est venu endormir. Alors, avec mon épée de bronze, je découpe un grand rond de cire que je découpe en petits morceaux et malaxe dans mes mains. Ainsi chauffée par mes doigts puissants, la cire s'amollit vite. Puis je bouche les oreilles de tous mes compagnons avec cette cire, et eux me lient les bras et les pieds et m'attachent au mât. Assis sur les bancs de leurs rames, ils frappent les flots écumeux. Nous passons en vitesse, mais notre navire rapide qui les frôle de près n'échappe pas aux sirènes. Elles entonnent leur chant mélodieux. Viens, viens, Ulysse, si célèbre, gloire des Achéens. Arrête ton navire pour écouter notre voix. Jamais un noir vaisseau n'a doublé notre cap sans écouter les doux sons qui sortent de notre bouche. Puis les marins s'éloignent, heureux et pleins de savoir, car nous savons tout ce qu'à Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert par la volonté des dieux et tout ce qui arrive sur la terre nourricière. Elles chantaient ainsi, faisant résonner leurs belles voix, et mon cœur se remplissait du désir de les entendre. Je fronce les sourcils pour faire signe à mes compagnons de me détacher. Mais, se courbant en avant, ils continuent à ramer, tandis que deux d'entre eux me résistent et resserrent mes liens. Nous dépassons les sirènes et bientôt nous n'entendons plus leur voix ensorcelante. Alors mes fidèles compagnons se hâtent d'enlever la cire qui bouchait leurs oreilles et de détacher mes liens. Homère, chant 12, traduction et adaptation de C. Bertagna. Alors voici les deux tableaux que vous aviez à analyser sur le devoir d'It's Learning. Donc il y avait un premier travail à faire sur le référencement des deux toiles. Donc la toile que vous voyez sur votre gauche a été réalisée par John William Waterhouse et s'intitule Ulysse et les sirènes. La toile à droite porte exactement le même nom. Alors je précise que les noms sont traduits en fait de l'anglais. Et la deuxième toile donc a été réalisée par Herbert James Draper.
D'accord? La question d'Each Learning portait en fait sur les dimensions des toiles et sur les dates. Donc, le tableau de John William Waterhouse sur votre droite fait 100,6 cm sur 202 cm, hein, c'est la réponse qu'il fallait trouver. Et pour la date, donc c'est 1891. Dites-moi, 1891, c'est quel siècle? C'est le 19e, c'est la fin du 19e siècle en effet. D'accord? On continue donc, il y avait aussi une question qui portait bien entendu sur le tableau de Herbert Draper, et donc même chose, une question sur la dimension de la toile et une autre sur la date. Donc pour la dimension, il fallait donc noter 177 cm x 213, donc c'est 177 que j'attendais, et pour la date, donc c'est 1909. Donc vous voyez finalement que ces deux toiles appartiennent grosso modo à la même époque, d'accord? Il y a un peu moins d'une vingtaine d'années qui séparent ces deux représentations d'Ulysse et les sirènes. Ça va? Alors je poursuis. Je vais donc vous donner maintenant quelques précisions sur les peintres que vous voyez représentés sur votre gauche. Alors sachez qu'il y a peu d'informations sur John William Waterhouse et peu d'informations sur James Draper. Un peu plus peut-être sur le premier que sur le deuxième. Ce ne sont pas des peintres extrêmement connus. Aujourd'hui un petit peu plus, mais disons qu'ils sont tombés quand même dans l'oubli pendant de nombreux siècles. Donc j'ai essayé, autant que faire se peut, de choisir des documents relativement sérieux sur ces peintres-là. Je me suis fondé sur Wikipédia pour faire le contrôle sur Each Learning. Alors, comment se nomment les peintres des deux tableaux? Pour le coup, c'est extrêmement facile puisque les noms apparaissent, d'accord? Donc, les peintres ont pour nom John William Draper et William Waterhouse. Ce sont donc en fait deux peintres anglais, c'est ça qu'il faut retenir surtout. À quelle époque ont-ils vécu? Alors, l'époque, je viens de vous en parler en fait, il s'agit donc, on l'a dit, du 19e siècle, 19e début 20e, d'accord? Je vais vous lire donc la correction que j'attends. Ils ont vécu tous deux à la même époque. Waterhouse est né en 1849, Draper est né 14 ans plus tard en 1863. Ils ont tous deux connu le début du 20e siècle. Waterhouse meurt en 1917 et Draper en 1920. Tous deux s'inspirent de la mythologie ou de la légende arthurienne pour leurs œuvres. Alors c'est quoi la légende arthurienne? Est-ce que vous le savez? Alors la légende arthurienne, vous reconnaissez dans l'adjectif arthurienne le nom Arthur, c'est la fameuse légende des chevaliers de la table ronde, d'accord? On appelle cela d'ailleurs la matière de Bretagne. Donc la légende des chevaliers de la table ronde ou la légende du roi Arthur qui donc a été rédigée au Moyen-Âge. Alors rédigé, c'est un bien grand mot, en fait c'est une légende qui a été reprise surtout à l'oral et qui ensuite a été consignée par écrit. Donc il faut bien vous dire la chose suivante, c'est que les peintres dont nous parlons en fait hérite d'une époque que l'on appelle le romantisme, en peinture comme en littérature. Le romantisme, c'est début 19e siècle, d'accord, c'est après la Révolution française, et en fait, le romantisme se prolonge bien au-delà, même s'il y a d'autres courants artistiques. Et l'une des grandes caractéristiques du romantisme, c'est le retour, en fait, c'est le retour pas à la mythologie, parce que retourner à la mythologie et retourner à l'Antiquité, c'est plutôt l'affaire de la Renaissance. Non, retourner en fait au Moyen-Âge qui a été totalement décrié par les philosophes des Lumières, d'accord? Donc on s'intéresse beaucoup au Moyen-Âge. Il existe d'ailleurs, me semble-t-il, au début, à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la bibliothèque bleue, c'est ça, si mes souvenirs sont exacts, qui recense les œuvres médiévales qui commence à les traduire en français moderne. Voilà, donc ça c'était pour ma petite parenthèse concernant effectivement l'engouement de ces deux peintres pour les histoires médiévales. Waterhouse notamment va en fait peindre des tableaux autour de grandes figures médiévales. Allez, je continue. Alors, regardez ce que je vous montre maintenant. Je vous montre des tableaux de William Waterhouse qui ont été vus en classe. Autant, effectivement, Herbert Draper vous est totalement inconnu, parce que c'est la première fois que je vous parle de ce peintre. Autant Waterhouse, vous êtes parfaitement familier, puisque des élèves en classe entière ont eu l'occasion de présenter les deux toiles que je vous montre. Alors, c'est d'ailleurs sur ces deux toiles-là que vous aviez à faire aussi un travail sur le contrôle à partir de l'ENT Each Learning, je vous le rappelle. Donc, le tableau que vous voyez sur votre gauche s'intitule Echo et Narcisse.
D'accord, c'est une huile sur toile qui se trouve au musée de Liverpool. Le deuxième tableau que j'ai mis en plus petit donc représente Circé offrant la coupe à Ulysse et il se trouve donc à la galerie Oldham. En avant, donc juste pour vous présenter ces deux toiles avant de revenir au sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire les sirènes. Donc vous reconnaissez dans la toile de gauche Narcisse qui se contemple dans l'eau, Narcisse qui est amoureux de son propre reflet et qui donne l'adjectif narcissique comme vous le savez, Narcisse qui va se transformer en une fleur que l'on appelle le narcisse. À sa gauche, une nymphe éprise de ce jeune homme, cette nymphe a pour nom Écho. Écho, je vous rappelle, est condamnée à répéter les derniers mots qu'elle prononce et du fait d'une malédiction en fait d'Héra, la femme de Jupiter, d'accord, voilà. Sur votre droite maintenant, vous avez donc le tableau Circé offrant la coupe à Ulysse que vous connaissez parfaitement puisque j'ai eu l'occasion dans le cadre de cette séquence de vous présenter le texte d'Homère, la rencontre de Circé, et on a vu effectivement que Circé est une magicienne. Elle tente effectivement de transformer Ulysse en porc comme elle a transformé les compagnons d'Ulysse en cet animal. D'ailleurs, regardez, vous avez au pied de Circé effectivement un sanglier. Le visage d'Ulysse se reflète dans le miroir. Voilà donc pour les indications concernant ces deux tableaux. Donc tout cela pour vous dire quoi? Pour vous dire que le peintre William Waterhouse vous est familier. Je continue donc mon travail sur les deux tableaux qui m'intéressent, d'accord, les deux tableaux Ulysse et les sirènes. En avant. Alors, je vais donc vous lire deux questions faciles. Quand les tableaux ont-ils été peints? Et la deuxième question, dans quel pays peut-on admirer ces œuvres? Je vais vite, parce qu'en fait, ce sont en fait des questions préparatoires, si vous voulez, elles ne revêtent pas une importance cardinale. La première question, les deux tableaux donc ont près de 20 ans d'écart, c'est ce que je vous disais. Celui de Waterhouse s'inspire fortement d'un vase qui se trouve au British Museum. Je vous montre le vase, d'accord, il est ici, regardez, voilà, je l'agrandis, c'est ce vase-là, d'accord? Donc on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Le tableau de Draper s'éloigne du modèle de Waterhouse et ne semble pas avoir rencontré un grand enthousiasme lors de sa présentation. Draper est beaucoup moins connu que Waterhouse en fait, sachez-le. D'ailleurs, Waterhouse a travaillé à l'Académie royale de peinture de Londres, alors que, me semble-t-il, Draper n'a jamais réussi à y rentrer, même s'il a fait un travail pour l'Académie à un moment donné de sa vie. Alors, dans quel pays peut-on admirer ses œuvres? C'est la deuxième question. Donc, le tableau de Waterhouse se trouve en Australie, Melbourne. Le voyage risque de vous coûter un petit peu cher, donc on va se contenter de le regarder par Internet. Tandis que celui de Draper est conservé à la Ferenc Art Gallery, pardon pour mon accent pourri, de Kingston upon Hull dans le Yorkshire. D'accord? Donc voilà pour les références. Voilà pour les références des toiles. On poursuit notre travail. Alors, je vais vous demander d'ouvrir votre cahier de français. Donc vous ouvrez votre cahier de français, vous allez marquer donc le titre. Je rappelle que c'est la séance 7. Donc je reprends. Regardez bien sur votre droite, d'accord, vous avez les indications. Vous allez donc marquer séance 7. Séance 7, comparaison de deux tableaux sur le thème des sirènes. Donc je répète ce que vous marquez sur votre cahier. Séance 7. Comparaison de deux tableaux sur le thème des sirènes. Une fois que vous avez marqué ce titre, vous allez donc sauter une ligne, deux lignes même, et vous marquez donc première partie, la représentation de la sirène. Donc je répète, vous marquez ensuite première partie, la représentation de la sirène. Alors, regardez bien les deux tableaux, celui de John William Waterhouse, celui de Herbert James Draper. D'accord? On va déjà s'intéresser au nombre de sirènes représentées dans chacun des tableaux. En avant. Si l'on regarde le premier tableau, celui de John William Waterhouse, combien de sirènes avons-nous? 1, 2, 3, 4, 5 ici, 6 là, et enfin 7. Donc on a 7 sirènes dans le tableau de John William Waterhouse. Dans celui de Herbert Draper, on en a 1, 2 et 3, d'accord? Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de compter le nombre de sirènes? Bon, c'est important, pourquoi? Regardez,
Nous avons dit il y a quelques minutes à peine que le tableau de John William Waterhouse que vous voyez représenté ici, nous avons dit en fait que ce tableau s'inspire en fait de ce vase que vous voyez représenté ici, d'accord? Sauf que lorsque j'agrandis ce vase, lorsque je l'agrandis, voilà, je me rends compte en fait qu'il n'y a pas autant de sirènes. J'en vois une ici, donc une, deux ici et trois là, d'accord? Donc si je résume, on a 3 sirènes sur le vase original, le vase on va dire le plus ancien, d'accord? On a 3 sirènes sur le vase ancien, 3 sirènes dans le tableau de Draper et 7 sirènes dans le tableau de John William Waterhouse. Donc qu'est-ce que vous pressentez ici? Vous pressentez qu'il existe une tradition donc qui vise à représenter les sirènes au nombre de 3 et non pas au nombre de 7. Alors en fait, effectivement, Waterhouse s'inspire du vase antique, mais c'est Draper qui est le plus fidèle en fait à la tradition concernant le nombre de sirènes. Vous voyez les 3 sirènes représentées donc sur votre droite. Je vais maintenant vous montrer des documents iconographiques qui effectivement fortifient cette présomption sur le nombre de sirènes. En fait, il faut savoir que, évidemment, comme toutes les légendes, il y a de différentes versions, il y a des interprétations différentes du mythe, parce qu'on parle du mythe des sirènes. Je sais que à partir notamment de Lycophron et de Strabon, qui sont 2 auteurs grecs, eh bien, on identifie 3 sirènes importantes. Je vous donnerai les noms de ces sirènes un petit peu plus tard, je vous en parlerai un petit peu plus tard, d'accord? Donc, 3 sirènes importantes qui sont chanteuses et musiciennes. Enfin, en fait, il y en a une qui chante et 2 autres qui font de la musique, si je puis dire, c'est un groupe, voilà. Et donc, regardez, vous connaissez déjà de toute façon, vous connaissez déjà en fait un document iconographique qui représente 3 sirènes. Vous vous en souvenez, je vous en ai parlé la dernière fois. Effectivement, c'est une mosaïque. Tenez, je vous la montre. Alors, regardez un petit peu sur votre droite, effectivement. Je vais commencer donc par la mosaïque donc, que vous avez en haut. Donc, la mosaïque, vous savez, qui est exposée aujourd'hui au musée du Bardo de Tunis. Et donc, en fait, la dernière fois, lorsque je vous ai parlé des sirènes, je vous ai montré simplement une partie de la mosaïque. Je vous ai montré, en fait, le bateau. Et ensuite, je vous ai montré une sirène. D'accord, que j'ai d'ailleurs découpé, souvenez-vous, en vous disant, regardez, elle a l'apparence effectivement d'un oiseau. En fait, il y a 3 sirènes. Et la tradition, donc depuis Lycophron et Strabon, établit qu'il y en a 3. Ces 3 portent donc le nom de Lygie, Parthénope et Leucosie. D'accord, 3 sirènes qui ont été nommées. 2 sirènes, comme je viens de vous le dire, en fait je voulais vous parler de tout cela plus tard, mais je le fais maintenant, c'est quand même plus logique. 2 sirènes jouent d'un instrument de musique. Regardez en fait, donc sur votre droite en haut, on arrive à identifier clairement une lyre, d'accord, c'est la sirène qui est la plus à droite, une lyre et une flûte, donc 2 sirènes jouent d'un instrument de musique. La troisième, qui donc s'appelle Lygie, c'est celle du centre en fait, hein, regardez, c'est celle qui chante. Voilà, celle qui chante, celle qui va déclamer des vers. Alors, je vous montre maintenant une autre représentation. Regardez en bas de ce côté, voilà, une autre représentation des sirènes. Vous voyez qu'elles sont encore au nombre de 3. Omni tridum perfectum, dit la tradition, la perfection va par 3, la perfection est trinitaire. Donc, elles sont encore au nombre de 3. Ici, vous voyez représenter en fait un sarcophage donc, qui se trouve au musée des Thermes de Dioclétien de Rome, donc, eh bien, vous voyez donc le bateau sur lequel Ulysse donc est attaché, les marins qui tournent la tête pour regarder les 3 sirènes que vous avez représentées sur le sarcophage. Donc, une tradition qui vise à représenter 3 sirènes. Alors, le nombre 3, tout à l'heure je disais omni tridum perfectum, le nombre 3 est très important, ça fait penser au nombre d'or de Platon, ça fait penser à la Trinité chrétienne, bien sûr. Vous vous souvenez, il existe aussi 3 gorgones par exemple, d'accord, l'une vous le savez est mortelle puisqu'il s'agit de Méduse. On a aussi, me semble-t-il, 3 parcs, d'accord, donc le nombre 3 est important. Mais je ferme ma parenthèse et je reviens donc à l'analyse du tableau sur les sirènes. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que la plupart des représentations que nous avons des sirènes grecques sont des représentations que je qualifierais de terrestres. C'est-à-dire qu'en fait, les sirènes ne volent pas. Elles sont sur un rocher. D'accord? C'est ce que l'on voit effectivement, comme vous l'avez constaté sur la mosaïque. Sur la mosaïque, les sirènes ne volent pas. La mosaïque donc de Tunis. Hein. Sur le bas-relief du sarcophage, même chose. Les sirènes sont sur un rocher. Elles sont posées. D'accord? Et
Et en fait, Waterhouse, qui s'inspire, on dit que Waterhouse donc s'inspire d'un vase grec que je vous représente ici. Pourquoi? Parce que c'est en fait, on va dire, l'un des rares documents iconographiques qui représente les sirènes en vol, d'accord? Donc, et on l'a vu que dans le tableau de John William Waterhouse, les sirènes volent, ce qui n'est pas le cas encore une fois dans d'autres supports iconographiques. Ça va? Alors, je reviens à l'analyse. Alors, après avoir envisagé le nombre de sirènes sur les deux toiles et après avoir montré finalement que eh bien, Waterhouse s'éloignait de la tradition tout en reprenant un vase, donc on va s'interroger maintenant sur, après cela, on va s'interroger sur la représentation en tant que telle des sirènes. Comment apparaissent-elles? Vous voyez, j'ai fait un petit montage ici, en fait, un petit montage d'images. Les deux images que vous avez sur votre gauche sont bien évidemment extraites des tableaux qui nous intéressent, d'accord? On voit sur la première, la plus à gauche, une sirène qui donc se penche pour parler à un marin. Et dans l'image qui est juste à côté, l'image qui est juste à côté, on voit les fameuses sirènes, les trois sirènes, la triade de sirènes, de drapeurs, d'accord, s'élançant donc à l'abordage du navire, si je puis dire. Et donc, on va comparer ces sirènes du point de vue de l'apparence. Donc, comment sont-elles représentées? C'est évident effectivement que John William Waterhouse reprend la tradition des sirènes oiseaux que l'on a sur le vase grec, d'accord? Et c'est évident que de son côté, eh bien, Herbert Draper, lui, reprend la tradition des sirènes poissons. Donc c'est ce que l'on a noté ici, c'est ce que je vais faire apparaître maintenant. Voilà, je vous lis donc la réponse que j'attends. Chez Waterhouse, ce sont des femmes oiseaux. Chez Draper, ce sont des femmes poissons. De plus, Draper insiste sur la métamorphose. Le poisson sirène devient femme en sortant de l'eau. Alors, c'est un élément important, d'accord? Regardez, effectivement. Donc, premièrement, avant de vous parler de la métamorphose qui est ici, juste pour attirer votre attention, on est bien d'accord sur un point, c'est que Homère ne donne absolument aucune information sur le physique des sirènes. Aucune. Les sirènes dans le texte homérique sont parfaitement invisibles et se réduisent à leur voix, d'accord? Donc, comme il y a une lacune, si je puis dire, c'est pas du tout un reproche, hein. Comme il y a une lacune dans le texte homérique, évidemment, les poètes, les peintres, les littérateurs se sont engouffrés dans cette brèche-là pour pouvoir, eh bien, combler cette légende, fortifier cette légende, disons, la prolonger, d'accord? Et c'est ainsi qu'est né le mythe des sirènes oiseaux comme le mythe des sirènes poissons. Jusque-là, tout va bien. On est bien d'accord. Deuxième remarque avant que je ne parle de la métamorphose, que pour John William Waterhouse, le fait de représenter les sirènes comme des oiseaux, c'est un choix délibéré. Pourquoi? Parce que regardez le tableau que je représente donc en dessous de la réponse ici. Regardez le tableau qui s'intitule Sirène et qui donc est visible à l'Académie royale de peinture de Londres. Ce tableau-là ne représente pas une sirène sous la forme d'un oiseau, mais sous la forme d'un poisson. Donc en fait, William Waterhouse a utilisé les deux traditions. Sauf que dans le tableau qui nous intéresse, les sirènes apparaissent comme des oiseaux. Bien, parlons maintenant de la métamorphose. Regardez ici, si je prends le tableau de John William Draper. Dans ce tableau-là que vous avez donc sur votre droite, on voit bien, il y a une sirène, effectivement, qui a un corps de poisson, d'accord? Une sirène qui a un corps de poisson, et juste à côté d'elle, il y a une autre sirène qui, elle, a un corps de femme, de la tête aux pieds, d'accord? La troisième sirène qui est plus au fond est aussi une femme. Donc, que suppose en fait ceci? On a le sentiment en fait qu'en sortant de l'eau, la sirène qui est d'abord un poisson se transforme en femme, d'accord? C'est en fait une métamorphose qui se réalise au fur et à mesure. Donc, on va dire qu'il ne faut pas confondre deux choses. Quand on parle de la sirène oiseau, la sirène est déjà métamorphosée et c'est son état entre guillemets naturel, d'accord? Celle d'avoir un corps de femme et des ailes d'oiseau. Bon, on sait aussi que la métamorphose est toujours en fait le résultat d'un châtiment ou presque toujours. Je vous en reparlerai. Dans le cadre donc des sirènes représentées par Draper, que se passe-t-il? On a le sentiment que la sirène peut se métamorphoser comme bon lui semble, c'est-à-dire que si elle a envie d'être poisson et de nager, elle est poisson, et si elle sort de l'eau, elle se transforme en femme. D'accord? Donc c'est une originalité de la part de Draper qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres toiles. Alors, il y a certains peintres qui s'intéressent effectivement à cette métamorphose, d'accord? Je pense par exemple
Donc voilà, je pensais à un tableau de René Magritte qui s'intitule La sirène que vous voyez représentée ici. Vous voyez, un peu particulier, on a inversé en fait. Ce n'est plus le haut du corps femme et le bas poisson, c'est l'inverse, c'est le haut du corps poisson, le bas du corps femme. Donc c'est une interprétation du mythe de la sirène. Alors, tout ça pour vous parler de quoi? Pour vous parler de la métamorphose. Donc je reviens à effectivement James Draper. C'est intéressant parce qu'en plus ça nous permet de réviser quand même ce thème de la métamorphose qui ne vous est pas étranger, me semble-t-il. Non, on l'a déjà vu. À quelle occasion? On avait travaillé sur... Allez, je vous écoute, par exemple, je sais pas moi. Nicolas, fais-moi signe, je te vois, ça y est. Dis-moi. Alors, oui, effectivement, c'est quand on avait travaillé sur les 16 métamorphoses d'Ovide. Alors, il y en a plus que 16, vous vous en doutez. Mais, donc, tenez, je vous représente ici. Voilà, l'édition que j'ai choisie pour que vous puissiez travailler en classe. Et donc, on a comme cela une foultitude de métamorphoses. Je peux faire un collage d'images à côté. Voilà, je vais me pousser un petit peu voilà, pour mettre des images. Alors, quelles sont les métamorphoses qu'on a vues? On a vu par exemple très bien la métamorphose donc d'Arachné, donc en araignée, parce que effectivement Arachné a été présomptueuse et s'est fait fort donc de défier Pallas en faisant un concours de tapisserie, d'accord. On a aussi, tenez, je vous montre une deuxième image, on a aussi, si vous les connaissez ces images-là, on les a travaillées en classe, on a aussi la métamorphose de Midas en âne. C'est une métamorphose partielle, c'est simplement les oreilles qui sont transformées. Pour quelle raison? Parce que Midas est un abruti et qui n'a pas compris ce que c'est que de la bonne musique. Voilà, il préfère écouter la flûte de Pan plutôt qu'écouter effectivement les chants suaves d'Apollon. Troisième métamorphose dont je pourrais vous parler, ah ben évidemment que je suis bête, la métamorphose que Waterhouse a représentée dans un tableau. Alors, allez, je vous aide. L'histoire d'un jeune homme qui se transforme en fleur. Narcisse, Echo et Narcisse, c'est justement un tableau de John William Waterhouse que vous voyez donc ici à l'écran. Et enfin, il me reste à vous représenter l'affreuse Méduse. Mais alors pourquoi est-ce que je représente Méduse? Elle n'a pas été transformée, enfin on ne sait rien. Pour quelle raison? Parce qu'elle, en revanche, elle a le pouvoir de transformer. Elle transforme comment? Elle métamorphose en quoi? Elle métamorphose tout ce qu'elle regarde en pierre, absolument, d'accord. Souvenez-vous donc du bouclier réalisé par le Caravage, Méduse, qui est absolument effrayant. Voilà, donc ça c'est pour le thème de la métamorphose. Alors, on va passer à la question 6. Alors, en fait, vous avez remarqué que je donne des numéros aux questions parce qu'en fait, ça correspond aussi aux questions que vous aviez sur le contrôle, le contrôle que vous avez réalisé sur le NT, sur It's Learning. Donc, vous avez bien compris qu'en fait, je corrige le contrôle en vous présentant les deux tableaux. Vous suivez bien évidemment ce que vous avez fait sur le NT. Bien, alors on poursuit. Quelle remarque peux-tu faire sur l'attitude des sirènes? Donc regardez bien les deux tableaux que vous avez représentés ici. J'ai mis le tableau de Draper à gauche et le tableau de Waterhouse en bas. Donc on a trois sirènes dans le tableau de Draper et que font-elles? En fait, si vous regardez bien, elles s'appuient sur la coque du navire. Il y en a une qui tient, celle qui est la plus à droite, il y en a une qui tient le cordage d'accord de la voile, et les deux autres, en fait, il y en a une qui s'appuie sur une rame et l'autre qui est déjà en train de monter sur le pont. Mais en fait, il faut bien que vous ayez conscience d'une chose, c'est que si vous appuyez, vous appuyez de tout votre poids sur un seul et même côté d'une embarcation, que se passe-t-il? Vous risquez de chavirer. Donc on pourrait penser ici, vu que l'embarcation est quand même relativement petite, regardez la taille du corps des sirènes par rapport à la taille de l'embarcation, on pourrait penser que les sirènes ici essaient de faire chavirer le bateau. D'accord? C'est une interprétation qui est tout à fait légitime. Prenons maintenant le tableau de John William Waterhouse que vous avez donc représenté en bas. Regardons-le attentivement. Que se passe-t-il? On voit en fait que les sirènes en fait encerclent les marins. Tout se passe comme si en fait elles les empêchaient de se jeter à la mer, comme si elles les empêchaient de fuir. Il n'y a aucune échappatoire possible, d'accord? Donc en fait dans les deux cas de figure, dans les deux tableaux, ce qu'il faut retenir, c'est que les sirènes sont menaçantes. Alors, je vous dévoile la réponse que j'attendais par rapport à cette question. Donc, les sirènes sont menaçantes. Dans le tableau de Draper, on a l'impression qu'elles tentent de faire chavirer le navire. Et dans celui de Waterhouse, les sirènes encerclent les marins comme pour les empêcher de fuir en se jetant à la mer. Vous voyez, j'écris grosso modo ce que je vous ai dit. Pour l'instant, vous ne notez strictement rien. Vous avez simplement noté
le titre de la séance, c'est le titre du grand 1, de la première partie. Vous allez voir qu'on va réaliser une carte mentale. Tenez justement, là voilà cette carte mentale. Donc vous voyez que j'ai désorganisé totalement la carte mentale et vous allez la reproduire cette carte sur votre cahier. Donc après la première partie, vous allez sauter 3 lignes et on va construire la carte mentale sur les sirènes au fur et à mesure. Donc déjà je regarde un petit peu les titres. Les sirènes encerclent Ulysse Waterhouse. 3 sirènes selon la tradition. Identité des sirènes. La sirène oiseau, la sirène poisson. La métamorphose en femme drapeur, attitude, comportement. Les sirènes tentent de faire chavirer le bateau d'Ulysse drapeur. Carte mentale sur les sirènes. Alors, vous voyez que j'ai tout mélangé. Évidemment, ce n'est pas du tout ça que vous devez reproduire sur le tableau. Nous allons construire la carte mentale ensemble. Par quoi est-ce que je vais commencer? Évidemment, je vais commencer par carte mentale sur les sirènes. D'accord? Donc ça, c'est ce que vous allez mettre. On est bien d'accord? C'est ce que vous allez mettre effectivement après avoir sauté 3 lignes. Carte mentale sur les sirènes. Ensuite, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler effectivement de l'identité des sirènes et de l'attitude et du comportement des sirènes. Donc, en avant. Donc, vous écrivez carte mentale sur les sirènes. Ensuite, identité des sirènes, attitude, comportement. D'accord? Vous pouvez aussi attendre que la carte mentale soit faite, si vous voulez, pour pouvoir la reproduire sur votre cahier. Alors, on fait un peu de ménage ici. Qu'est-ce qu'on a? On a les sirènes encerclent Ulysse, les sirènes tentent de faire chavirer le bateau d'Ulysse, la sirène oiseau, la sirène poisson, la métamorphose en femme, 3 sirènes suivant la tradition. Alors, comment est-ce que je vais placer tout ça? Il y a des éléments qui concernent l'identité des sirènes et d'autres l'attitude et le comportement. Donc, par exemple, si je prends 3 sirènes selon la tradition, c'est l'identité. On travaille sur l'identité, donc je vais le mettre ici. La sirène oiseau, la sirène poisson, j'en ai parlé aussi, d'accord, sur ces 2 traditions. Je le mets à côté, c'est encore l'identité des sirènes. Et enfin, la métamorphose en femme, même chose, je le place ici. Très bien. Tout le reste concerne l'attitude ou le comportement des sirènes, d'accord? Donc, on a dit les sirènes tentent de faire chavirer le bateau d'Ulysse, d'accord? Donc, je vais créer une flèche qui va de l'attitude comportement jusqu'à cette indication. Et enfin, on a dit les sirènes encerclent Ulysse dans le tableau de John William Waterhouse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Voilà, donc vous pouvez reproduire cette carte mentale sur votre cahier. Vous savez que si vous manquez de temps, vous pouvez en fait faire pause dans l'enregistrement vidéo et prendre tout le temps dont vous avez besoin. Alors, je résume un petit peu pour savoir où nous en sommes. Donc, je rappelle que la séance, c'est la séance 7, comparaison de 2 tableaux sur le thème des sirènes. D'accord? Vous avez écrit, première partie, la représentation de la sirène et vous venez de terminer une carte mentale sur cette représentation. À la suite de cela, vous allez sauter une ligne et noter deuxième partie, Ulysse, héros de l'Odyssée. D'accord? Donc je répète, vous marquez deuxième partie, Ulysse, héros de l'Odyssée. Donc en fait, on a travaillé sur les sirènes, maintenant on va se focaliser sur le personnage d'Ulysse qui est représenté sur les 2 toiles, celle de John William Waterhouse et celle de James Draper. Ok? Allez, c'est parti. Alors on va commencer par 2 questions extrêmement simples et absolument évidentes, d'accord, juste pour démarrer. On va parler évidemment de ce personnage qui est représenté au centre, et donc je pars du plus évident et je me dirige vers le moins évident, d'accord? Donc c'est une progression que vous verrez notamment lorsque vous serez au lycée dans des commentaires de texte, du plus évident au moins évident. Donc le sujet commun de ces 2 tableaux, c'est même pas la peine que j'attende pour vous le dévoiler. Les 2 tableaux représentent le moment où Ulysse et ses compagnons rencontrent les sirènes, ça vous l'avez compris parfaitement, il n'y a aucun problème. Qui est l'homme attaché au mât? De toute façon c'est dans le titre des tableaux, donc il n'y a aucun problème non plus. Évidemment c'est Ulysse, et on sait que seul le héros grec est autorisé à entendre le chant des sirènes, mais il doit être attaché parce que les sirènes sont dangereuses. Au fait, qui c'est qui donne ces recommandations à Ulysse déjà? Rappelez-le-moi. Voilà, vous avez raison, parfait Greta, c'est Circé. C'est la déesse Circé qui permet à Ulysse d'écouter le chant des sirènes, mais qui l'interdit formellement aux autres compagnons.
Alors j'ai essayé de regarder attentivement donc les deux représentations d'Ulysse dans chaque tableau. Donc je me suis penché, j'ai regardé attentivement, je me dis tiens c'est bizarre. Quand on regarde dans le tableau de John William Waterhouse, Ulysse porte une sorte de bonnet, d'accord. Et dans celui de Draper, non. Ulysse apparemment a les cheveux à l'air libre. Alors j'ai fait des petites recherches, notamment en regardant sur le site de la Bibliothèque nationale de France, vous savez l'exposition d'Homère dont je vous parle maintes fois, qui est très intéressante. Et donc j'ai trouvé que le bonnet, tenez, je vous donne les indications d'ailleurs à droite, le bonnet que porte Ulysse, d'accord, et qui a évolué au fil des siècles forcément, porte le nom de Pylos, d'accord. Au début c'était un bonnet pointu, ensuite il s'est aplati au fil du temps. Bref, voilà ce que j'ai trouvé concernant la tenue vestimentaire du personnage, parce que quand même la tenue vestimentaire du personnage m'intéresse. La tenue vestimentaire du personnage dans le tableau de Waterhouse, comme dans celui de Draper, est grosso modo la même. C'est en fait une tunique blanche. Les couleurs sont beaucoup plus éclatantes en revanche dans le tableau de Waterhouse. Mais je ne préfère ne pas commenter les couleurs, je vais vous dire pourquoi, parce que je ne sais pas si finalement l'un des deux tableaux a été restauré ou pas. Parce que quand on fait une restauration de tableau, bien évidemment, les couleurs sont beaucoup plus vives, d'accord. Et on sait aussi que ces deux peintres, à savoir Waterhouse et Draper, sont en fait des pré-raphaélites. Attendez, qu'est-ce que je vous raconte? Non, excusez-moi. Ce que je voulais dire, c'est que les deux peintres que vous voyez représentés ont un engouement certain pour les pré-raphaélites, c'est-à-dire en fait les peintres qui précèdent Raphaël et que l'on redécouvre en fait en Angleterre à ce moment-là, d'accord? Et ce que recherche effectivement Draper comme Waterhouse, c'est la couleur, la lumière. Et au-delà de cela, bien sûr, le retour à la mythologie, à des sujets mythologiques qui ont une vocation morale. Bref, je ne ferai pas de commentaires sur les couleurs des tableaux dans la mesure où je ne sais pas si l'un des deux tableaux a été restauré ou l'autre non. D'accord? Donc c'est important de ne pas commettre d'impair à ce niveau-là. Alors, on a donc Ulysse d'un côté et à côté donc Ulysse évidemment qui est représenté attaché à un mât et autour d'Ulysse bien sûr les compagnons, les autres marins dont je vais vous parler maintenant avant de revenir au personnage principal. Alors vous aviez deux questions concernant en fait ces compagnons d'Ulysse, d'accord? Première question, donc qui sont les autres hommes, que font-ils? Ben là on va répondre que ce sont des compagnons bien sûr. Que font-ils? Ils sont en train de ramer. Pourquoi les compagnons d'Ulysse ont-ils la tête couverte d'un tissu? Alors cette question-là, pour le coup, est beaucoup plus intéressante, d'accord? Je vous l'avais posée sur le contrôle numérique que vous avez sur It's Learning. Pourquoi les compagnons d'Ulysse ont-ils la tête couverte d'un tissu? Ce n'est pas qu'il fasse chaud, ce n'est pas non plus pour maintenir la transpiration ou pour éviter l'insolation, non. C'est pour se boucher les oreilles. Bien évidemment, parce que regardez, pour un peintre, le fait de mettre de la cire dans les oreilles n'est pas visible. Homère nous dit que les compagnons d'Ulysse mettent de la cire dans les oreilles, mais un peintre ne peut pas représenter cela. Vous imaginez, voilà, il faut mettre de la cire, mais alors de gros morceaux de cire pour que ce soit visible sur une toile. Donc, en fait, les deux peintres, à savoir Draper et Waterhouse, ont décidé de représenter un tissu qui couvre le visage du marin pour montrer effectivement que l'ordre d'Ulysse, l'ordre qui a été donné par Ulysse, s'est accompli. D'accord? C'est clair, je vous montre la correction. Et je vous la lis donc, ils ont la tête couverte pour se préserver du chant fatal des sirènes. Les artistes ont choisi le tissu au lieu de la cire, car le tissu est plus visible, évidemment. Allez, on poursuit. Alors, en fait, quand on est bien d'accord que pour pouvoir réellement interpréter de manière convenable, de manière précise, on va dire, l'attitude d'Ulysse dans les deux tableaux, celui de Draper et celui de Waterhouse, que vous avez le plus à gauche, d'accord? Ces deux tableaux-là, pour pouvoir le faire, il est bon en fait de mettre en relation différents documents iconographiques, de comparer en fait les différentes figures d'Ulysse représentées dans le même, représentées on va dire avec le même épisode, d'accord, représentées dans la même scène. Excusez-moi, je bafouille. Donc on a ici donc, regardez bien, je vous montre donc ici on a le tableau de Waterhouse, ici le tableau de Draper, et donc j'ai ici fait comme une petite mosaïque en fait de documents iconographiques que j'ai eu l'occasion de vous présenter au cours de cette séance. Alors regardez, je vois ici par exemple, je vois donc
Ulysse donc qui est représenté avec une tunique bleue. Je vous rappelle que le document que je suis en train de vous montrer ici est en fait une capture d'une enluminure médiévale, d'accord, ce document-là. Et c'est très curieux parce qu'en fait, j'ai assisté il y a peu de temps sur Internet à une conférence d'une spécialiste donc d'Homère et qui justement parlait précisément de cette représentation d'Ulysse en disant, regardez attentivement, regardez comment le Christ est représenté, regardez son visage ne vous dit rien, la tunique bleue et puis surtout quelque chose de très important derrière, voilà, ceci. Ceci vous fait penser à quoi? Regardez attentivement. Vous fait penser en fait à une croix chrétienne que l'on retrouve par exemple ici aussi, la croix chrétienne, d'accord, dans la mosaïque médiévale qu'on va retrouver ici bien évidemment, d'accord, la croix chrétienne. Et même chose sur le vase. Si je prends le motif de la voile, d'accord, la voile ici donc. La voile et le mât forment effectivement une croix. Alors, cette interprétation-là, qui se fonderait en fait sur l'image du Christ, n'est pas totalement dénuée de sens, je m'explique. Évidemment, je ne vais pas parler du Christ pour le vase que je vous voyais représenter ici, d'accord, que je grossis, d'accord, que je fais bouger. Je ne vais pas parler de représentation christique. Pourquoi? Parce que ce vase, bien évidemment, a été réalisé avant même la naissance du Christ. Donc ce serait ce qu'on appelle un anachronisme. Je ne vais pas non plus parler du Christ, d'accord, de l'évocation du Christ pour la mosaïque et pas davantage pour le sarcophage dont je vous ai parlé aussi, d'accord. En revanche, on est bien d'accord que William Waterhouse et Draper, que ces deux peintres-là, bien sûr, ont été nourris de l'imaginaire chrétien, ont été nourris de la tradition chrétienne parce qu'ils vivent à la fin du 19e siècle, d'accord. Et d'ailleurs, il faut préciser quand même qu'avec le romantisme du début du 19e siècle, on a un retour aux sources religieuses, un retour du christianisme. On s'intéresse beaucoup à la spiritualité. Donc, se pose la question de savoir si, peut-être pas tant pour le cas de Draper, parce que finalement, l'image christique n'est pas évidente, mais on pourrait se poser la question de savoir si Waterhouse, que j'ai donc, dont Ulysse est représenté, dont le personnage est représenté ici, on pourrait se poser la question de savoir si Ulysse n'est pas une sorte de deuxième Christ, d'accord? Vous allez encore dire, ça y est, monsieur Fieschi, il est en train de partir dans des considérations, le Christ et compagnie. Non, c'est pas totalement. Ce que je viens de vous dire, bien évidemment, correspond au fruit d'un travail, de recherche, sinon je ne vous le dirai pas. De toute façon, nous avons la liberté, nous, en tant que spectateurs d'une œuvre, en tant que lecteurs aussi, d'interpréter. Alors, il faut que l'interprétation se tienne, évidemment. Il ne s'agit pas de faire pièce à l'histoire, d'accord, de malmener les connaissances historiques. Mais à un moment donné, on a aussi le droit de ressentir une œuvre de telle ou telle manière et de faire des comparaisons qui nous paraissent appropriées. Pourquoi le Christ? Donc je viens de le justifier d'un point de vue historique avec le romantisme, d'accord? Pourquoi le Christ aussi? Parce que la posture effectivement du corps d'Ulysse sur le bateau de John William Waterhouse fait penser au Christ de manière indubitable. Alors regardez, je viens de mettre une représentation assez célèbre du Christ sur votre droite qui a été réalisée par Bartolomeo Bulgarini, qui s'intitule La Crucifixion. Et donc, regardez un petit peu le Christ, comment il est représenté. C'est une représentation classique. Regardez donc la tunique qu'il porte, est une tunique blanche quasi transparente. Regardons maintenant Ulysse dans l'œuvre de Waterhouse. Alors vous allez me dire, monsieur, cette comparaison n'est pas valable parce que regardez, on ne voit pas les bras en croix comme pour le Christ. Allons, attendez quand même. Réfléchissons 2 minutes. Il me semble quand même qu'il y a des points de comparaison entre ces deux images. Première chose, le Christ est cloué sur la croix. Il est surélevé par rapport à la croix. Et regardez la position d'Ulysse, effectivement. On a l'impression effectivement qu'il est surélevé par rapport en fait au plancher du bateau, d'accord? Comme si effectivement on l'avait relevé. C'est clair? Première chose. Deuxième point de comparaison. La tunique du Christ est une tunique blanche. Le blanc symbolise la pureté. D'ailleurs, dans l'enluminure, le tableau que vous voyez représenté le plus à droite, d'accord, de Bartolomeo, dans ce tableau-là, eh bien, le Christ
porte en fait une tunique qui est presque transparente, d'accord? Presque transparente, mais en général, dans l'iconographie religieuse, elle est blanche. Eh bien, la tunique d'Ulysse ici est parfaitement blanche, d'ailleurs d'un blanc éclatant. Tout à l'heure, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas des couleurs parce que j'ai peur malheureusement que l'un des deux tableaux ne soit pas restauré. Mais là, pour le coup, quand même, il faut bien le signaler, ce blanc éclatant qui peut symboliser la pureté. Troisième point de comparaison qui est lié maintenant à la théologie. D'après la théologie chrétienne, le Christ est monté sur la croix de manière volontaire. Je m'explique. Le Dieu le Père, d'après la théologie chrétienne, a envoyé son Fils à la mort pour sauver les êtres humains du péché originel. D'accord? Le Christ savait Jésus savait qu'il allait être crucifié. D'ailleurs, il le dit à un moment donné dans l'évangile, d'accord? Hein, si tu peux éloigner de moi cette coupe, mon Père, donc c'est la fameuse prière au mont des Oliviers, éloigne-la. Le Christ sait parfaitement qu'il va être crucifié, de la même manière qu'il sait parfaitement qu'il va être trahi par Judas. Autrement dit, que se passe-t-il? Il accepte son sort, il accepte d'être crucifié, et bien évidemment, la torture subie par Ulysse, qui se fait harceler par les sirènes, est aussi une torture qui est volontaire. C'est lui qui choisit effectivement de ne pas se boucher les oreilles et d'écouter le chant des sirènes. D'accord? Donc en fait, il va au sacrifice, en quelque sorte, il accepte la torture. Le fait-il pour sauver ses compagnons? Le fait-il pour sauver ses camarades qui sont en train de ramer? Je ne sais pas, je ne veux pas aller trop loin, mais en tout cas, ça fait 3 points communs entre Ulysse et le Christ. Ça va? Premièrement, la posture, le fait que le corps soit surélevé. Deuxièmement, la robe blanche qui symbolise l'innocence. Et troisièmement, la volonté délibérée de se soumettre à une sorte de torture. Ça va? C'est clair? Dans le cas du Christ, c'est bien évidemment Dieu le Père qui envoie son Fils à la mort, d'accord? Le Christ s'est fait homme pour que nous les hommes soyons faits Dieu, dit un père de l'Église du nom de saint Anselme, si je ne me trompe pas. Et dans le deuxième cas, qui c'est qui permet à Ulysse d'écouter le chant des sirènes? C'est Circé. Circé, effectivement, dit à Ulysse qu'il a le droit de le faire. Ça va? C'est clair? Alors maintenant, nous allons réaliser, ce sera la fin de ce cours, une carte mentale, d'accord, pour cette deuxième partie en avant. Alors, comme tout à l'heure, vous voyez, nous allons organiser ensemble la carte mentale. J'ai en fait mélangé les éléments sur la page, d'accord, je les ai confondus. On va donc essayer de retrouver une carte mentale, donc commence toujours par un terme générique, une situation que l'on veut analyser. Donc ici, évidemment, je vais prendre Ulysse dans le tableau de Waterhouse. C'est comme ça que vous devez commencer votre carte mentale. Ça va, c'est clair? Donc vous sautez 3 lignes après le grand 2 que vous avez noté et vous marquez Ulysse dans le tableau de John William Waterhouse. Ça va? Partant de là, qu'est-ce qu'on a? On a donc, regardez, j'ai parlé de plusieurs choses, je cherche. La tenue vestimentaire, tenez, voilà, on a 2 entrées possibles. La tenue vestimentaire et la posture du corps, je vous ai parlé de ces 2 choses. Donc vous allez mettre ces 2 éléments, effectivement, voilà, pardon. Vous mettez donc ces 2 éléments à côté donc de Ulysse dans le tableau de Waterhouse et vous allez donc flécher tout cela. Ça va? Pour la tenue vestimentaire, de quoi est-ce que nous avons parlé? Alors, je vous ai parlé de plusieurs choses. Je vous ai parlé effectivement du bonnet, d'accord, mais c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qui est important, c'est la tenue vestimentaire blanche, d'accord, que je vais mettre ici. Voilà, parce que j'ai parlé de la signification du blanc, comme l'innocence, la pureté, etc. Pour la posture du corps, en fait, le corps d'Ulysse est surélevé, ce qui rappelle donc l'image christique, on l'a vu. Et enfin, on a vraiment l'impression que le corps est offert aux sirènes, d'accord? De la même manière que le Christ, effectivement, va s'offrir à ses tortionnaires. Voilà, donc vous avez votre carte mentale. N'oubliez pas de faire pause dans l'enregistrement vidéo si vous voulez avoir le temps de noter tout cela. Donc, on résume. On a donc dit, on travaille sur Ulysse dans le tableau de John William Waterhouse. On a montré, donc on travaille sur le personnage, uniquement celui-ci. On a parlé de sa tenue vestimentaire. On a parlé effectivement du bonnet, de la tunique blanche. Ensuite, on a parlé de la posture du corps. Voilà, le corps est surélevé, le corps est offert aux sirènes, parfait. Voilà, qu'est-ce qui me manque maintenant? Alors, qu'est-ce qui me manque? Ben, il me manque évidemment une petite remarque sur
eh bien, la relation entre Ulysse et le Christ que nous avons établie, d'accord? Alors, en avant, je vais donc vous dicter une remarque. En avant donc pour la dicter. Comme d'autres artistes, virgule, comme d'autres artistes, virgule, John William Waterhouse, vous voyez apparaître au fur et à mesure les indications, hein, comme d'autres artistes, virgule, oui, John William Waterhouse établit un rapprochement, John William Waterhouse établit un rapprochement, John William Waterhouse établit un rapprochement entre Ulysse, John William Waterhouse établit un rapprochement entre Ulysse et le Christ. Établit un rapprochement entre Ulysse et le Christ. Point. Voilà, je ne répète pas, c'est pas la peine, vous avez tout qui apparaît à l'écran. Alors, je termine mon cours en vous rappelant, comme je le fais assez régulièrement, en vous rappelant qu'il existe une exposition excellentissime sur Homère qui a été réalisée par la Bibliothèque nationale de France. Si vous tapez Homère BNF dans le moteur de recherche Google, vous allez tomber en fait donc sur cette ouverture, d'accord? Vous voyez que vous avez de tout en fait, hein. Vous avez un travail sur l'Iliade, un travail sur le poète, un travail sur l'Odyssée, sur les personnages, un travail iconographique qui est très bien fait aussi. C'est très difficile, vous le savez, de trouver des images qui soient convenablement référencées. Enfin bref, c'est une mine, non seulement pour les professeurs, mais aussi pour les élèves, donc profitez-en, allez faire un tour sur ce site. Et bien voilà, c'est la fin de ce cours de français, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. La prochaine fois, j'envisagerai un cours de vocabulaire, d'accord? Je ne vous ai pas encore parlé, je crois, du vocabulaire, de la marine, des cordages, etc. Je vous en ai parlé de manière très sommaire, hein. À un moment donné, on a travaillé sur quelques termes qui étaient utilisés effectivement dans le passage consacré aux sirènes. Mais on va approfondir ce sujet-là, on parlera effectivement du vocabulaire autour de la mer, d'accord? En attendant, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, au revoir.